Bonjour, bienvenue à tous au Forum d'El Moudjahid consacré ce matin au dernier rapport de suivi de la situation économique en Algérie publié par la Banque mondiale, mais aussi aux missions de la Banque mondiale internationale et par rapport à l'Algérie. Pour en parler, nous avons le plaisir de recevoir le représentant résident de la Banque mondiale en Algérie, M. Kamel Brahim. Nous allons lui donner la parole pour faire une petite introduction et nous entamerons les débats juste après. Monsieur Brahim, à vous la parole. Merci beaucoup, Madame عابد. صباح الخير. أولاً أود أن أشكر جريدة المجاهد على هذه الاستضافة الكريمة وكذلك أن أعبر عن سروري الحقيقة شخصياً بتواجدي في هذا المعلم الإعلامي الذي تابع وساهم في بناء الجزائر المستقلة. Je vais continuer en français. Donc je pense que, comme vous l'avez dit, bon, c'est vrai qu'il y a le dernier rapport qu'on a sorti en mai dernier, mais en fait, depuis 1 an et demi que je suis en Algérie et que je discute avec les gens, je me rends compte que en fait, les gens ne connaissent pas forcément très bien qui nous sommes. La Banque mondiale, qu'est-ce qu'on fait, et donc je vais commencer peut-être par une petite introduction. Donc il y a la semaine dernière, en fait, on a célébré le 80e anniversaire des accords, enfin de la conférence de Bretton Woods, donc qui avait eu lieu en juillet 1944 et qui était promu entre autres par les économistes reconnaissants John Maynard Keynes, qui est un économiste illustre, et aussi le secrétaire au Trésor américain. Et l'objectif à l'époque, c'était donc à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, c'était de penser à une organisation du système financier international qui éviterait les crises qu'il y a eu entre les deux guerres, et notamment la Grande Dépression des années 30. C'était ça un peu l'idée de base. Et à l'issue de cette conférence, la communauté internationale, si vous voulez, a décidé de créer 2 institutions. Le Fonds monétaire international, le FMI, dont le rôle est essentiellement de gérer les difficultés de paiement à court terme que peuvent avoir certains pays, et aussi de stabiliser un peu les taux de change, donc la variation des taux de change entre les différents pays. Donc ça, c'est le FMI. Et puis la Banque mondiale, dont le rôle est essentiellement de mettre à disposition des pays des capitaux à long terme qui leur permettent de financer donc, des projets structurants. Et en fait, à l'époque, les premiers financements, si vous voulez, que la Banque mondiale a fait, c'était en fait les projets de reconstruction en France, au Japon, en Allemagne, donc dans les pays finalement qui ont été affectés par la Deuxième Guerre mondiale. Donc ça, c'est un peu la genèse, je dirais, du système, et c'est un peu le système financier international dans lequel on vit encore aujourd'hui. Alors, au cours du temps, évidemment, la mission et le rôle de la Banque mondiale ont évolué. À l'époque, en 1944, lorsque ces 2 institutions ont été proposées, donc il y avait le FMI, puis il y avait ce qu'on appelle la BIRD, la Banque internationale de reconstruction et de développement. C'est si vous voulez, l'institution mère de la Banque mondiale. Après, donc, au cours du temps, dans les années 60, donc, comme vous savez, c'est un peu l'année où les pays ont commencé un petit peu, plusieurs pays donc, ont commencé à gagner leur indépendance et à vouloir reconstruire leur économie. Et là, la mission a un peu changé vers je dirais, la reconstruction des pays qui ont été affectés par la Deuxième Guerre mondiale, vers l'accompagnement au développement. Et finalement, aider ces pays-là à construire leur économie. Ça, donc, c'était dans les années 60. Et puis, au cours du temps aussi, avec ça, il y a eu la création de l'Agence internationale de développement. L'acronyme en anglais, c'est IDA. C'est finalement une institution qui a la même mission que la BIRD, mais qui aide essentiellement les pays les plus pauvres et qui donc finance surtout à travers des dons et des prêts sans intérêt. Mais disons que la BIRD et IDA, c'est un peu la même institution, elles ont à peu près la même mission. Après cela, donc, il y a eu la création de la SFI, la Société financière internationale, qui, elle, finance essentiellement des projets promus par le secteur privé. Après, il y a eu une autre institution qui est la MIGA, qui est une agence de garantie. Donc la MIGA finance des garanties.
Et puis après, il y a eu aussi le ISKID, qui est une institution qui fait les arbitrages, essentiellement les arbitrages entre des investisseurs étrangers qui investissent dans un pays et qui ont donc des litiges. Donc c'est une institution d'arbitrage. Donc au final, au jour d'aujourd'hui, ce qu'on appelle le groupe de la Banque mondiale comprend 5 institutions. Donc la BERD et IDA, qui sont ce qu'on appelle communément aujourd'hui la Banque mondiale, ce qui est connu sous le nom de la Banque mondiale, la SFI, MIGA et l'ISKID. Voilà un petit peu ce qu'on entend par le groupe de la Banque mondiale aujourd'hui. Alors qu'est-ce qu'on fait? Oui. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Donc si je me concentre sur la Banque mondiale, donc la BERD et IDA, donc notre rôle essentiel, enfin ce qu'on appelle notre mission, un petit peu notre objectif, c'est d'atteindre un monde sans pauvreté sur une planète viable. Enfin, grande ambition. Cette mission, si vous voulez, a évolué dans le temps. C'était combattre la pauvreté, puis après c'était combattre la pauvreté et assurer la prospérité. Donc il y avait cette idée de partage. Puis maintenant on parle de combattre ou disons arriver à un monde sans pauvreté sur une planète vivable, parce que comme vous le voyez, comme vous le savez, donc le changement climatique est quelque chose qui menace, je dirais, évidemment le développement, mais même l'existence de la planète. Alors, qu'est-ce qu'on fait exactement? Donc, ce qu'on fait pour atteindre cet objectif, c'est d'abord financer des projets de développement, donc à travers des prêts et des dons. Deuxièmement, c'est, je dirais, de faire de partager la connaissance, je dirais, donc à travers des études, de l'assistance technique qu'on fournit, donc, que ce soit au niveau global, régional ou au niveau de certains pays. Et troisièmement, nous faisons, je dirais, ce qu'on appelle du plaidoyer et de l'action un peu proactive sur certaines thématiques particulières, telles que, par exemple, le changement climatique, la question du genre, le capital humain, etc. Donc des problématiques, si tu veux, qui sont globales et qui, nos membres, nos pays membres nous demandent de pousser pour que ces agendas avancent. Alors, pour vous donner une idée, en 2023, en termes de financement, donc la Banque mondiale a financé à près pour 128 milliards de dollars globalement, donc en termes de projets de financement. Dans le monde, hein? Dans le monde, bien sûr. Dans le monde. Et vous savez, on essaie aussi de mesurer un petit peu l'impact de ce qu'on fait. Donc, je vais vous donner quelques chiffres donc, qui viennent de sortir, d'ailleurs. Ces investissements ont permis d'apporter une sécurité alimentaire à peu près 156 millions de personnes. Elles ont aussi amélioré les conditions de scolarisation pour à peu près 280 millions d'élèves de par le monde. Elles ont permis l'accès à l'eau potable et à des conditions d'hygiène pour 59 millions de personnes, de par le monde encore, hein, et au transport public pour 77 millions de personnes. Donc, si vous voulez, la Banque mondiale, c'est un petit peu, je dirais, le premier groupe ou la première institution dans le monde qui finance le développement en termes de volume et en termes d'impact. Donc ça, c'est global. D'accord. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on fait en Algérie? Bon, je voudrais d'abord signaler que l'Algérie bien sûr, a rejoint la Banque mondiale juste après son indépendance, donc au début des années 60, et est un membre important de la Banque mondiale, un membre important et actif. L'Algérie est présente dans le conseil d'administration de la Banque mondiale, qui comprend 25 représentants pour 189 pays. Donc, et l'Algérie, elle est dans le conseil d'administration de la Banque mondiale, en alternance avec le Pakistan. Donc, c'est pour vous dire un petit peu l'importance et la voix de l'Algérie dans la banque. Maintenant, le partenariat avec l'Algérie a évolué au cours du temps. Donc, au cours des années 90, il y avait quand même des projets qui ont été financés par la Banque mondiale, donc en Algérie, dans divers domaines. Hein. Ça a touché
l'agriculture, le logement, les infrastructures, l'éducation, les télécoms. Donc il y avait quand même un programme assez large. Je n'étais pas présent, mais en me référant à nos archives, donc je vois qu'il y avait quand même un programme assez important de financement dans les années 90. Puis après, à partir des années 2000, le partenariat avec l'Algérie s'est concentré surtout sur de l'assistance technique. Aujourd'hui, nous avons un programme d'assistance technique que nous mettons en œuvre donc, en Algérie et qui s'articule autour de trois grands domaines. Le premier, c'est l'appui aux finances publiques. Comme vous le savez, l'un des axes importants, je dirais, du plan d'action du gouvernement, c'est l'amélioration de l'efficience de la dépense publique. Et donc nous travaillons avec le ministère des Finances, et je pourrais détailler peut-être ça un peu plus tard, mais nous avons un éventail assez large d'assistance technique avec le ministère des Finances. Le deuxième volet, c'est tout ce qui est diversification économique. Bon, là, notre action est un peu limitée, je pourrais aussi la détailler plus tard, mais l'idée, c'est vraiment, comme vous le savez, la diversification économique, c'est l'une des priorités également là du gouvernement, dû à la dépendance encore qui reste importante par rapport aux hydrocarbures. Et donc là aussi, on produit de l'assistance technique donc, au profit essentiellement du ministère de l'Industrie et maintenant l'API aussi. Donc ça c'est le deuxième volet. Et le troisième volet, c'est la transition climatique. Transition climatique, alors là, il y a... là aussi, on intervient sur les deux aspects, je dirais, atténuation et aussi adaptation. Donc sur l'atténuation, on travaille avec la Sonatrach et le ministère de l'Énergie sur tout ce qui est torchage de gaz. Et là, l'Algérie a vraiment réalisé des progrès importants au cours des dernières années, que je pourrais peut-être mentionner plus tard si vous le voulez. Voilà. Et puis aussi sur tout ce qui est transition énergétique. Et là aussi, je pourrais peut-être parler un peu plus précisément plus tard de ce qu'on fait sur la transition énergétique. Sur le côté adaptation, il y a deux axes sur lesquels on travaille. Le premier, c'est tout ce qui est... Et ils sont liés d'ailleurs. Tout ce qui est la gestion des risques majeurs. Comme vous le savez, l'Algérie est soumise à pas mal de risques. Donc il y a des risques qui sont un peu historiques, puis il y a des risques particulièrement liés au changement climatique qui sont devenus plus récurrents ces dernières années. Et donc, l'idée, c'était d'évaluer, je dirais, le système de gestion des risques majeurs. Et donc là, on travaille avec la Délégation nationale de risques majeurs. Donc on a fait un diagnostic, puis là, on travaille avec eux sur un plan d'action et le développement d'une nouvelle stratégie pour la gestion des risques majeurs. Et le deuxième, ce qui est un peu lié, c'est les forêts. C'est la gestion durable des forêts. L'idée, c'est que, bon, on s'est rendu compte que les feux de forêt faisaient partie des principaux risques et qui étaient en croissance donc, au niveau de l'Algérie à cause, effectivement, comme je l'ai dit, du changement climatique. Et on s'est rendu compte qu'en fait, la question des feux de forêt est très liée à la gestion, je dirais, soutenable des forêts. Et donc là, c'est là on a travaillé avec la Direction générale des forêts, la DGF, sur une note sur les forêts et sur un plan d'action. Voilà. Donc, très bien. Voilà un petit peu ce qu'on fait. Peut-être un dernier mot. Oui. Ce que je voulais dire sur... je voulais dire, bien sûr, il y a aussi la publication, en plus de cette assistance technique, ce qu'on fait aussi, c'est la publication de notre rapport semestriel sur la situation économique, que je crois que vous suivez assez régulièrement. Je voudrais aussi signaler que la Société financière internationale, donc la SFI, a un portefeuille donc de participation au niveau de l'Algérie. Et puis que, je mentionnais les 5 institutions, donc MIGA, qui est notre branche un peu garantie, a effectué sa première opération en Algérie en 2023. Donc ça, c'est la présence un peu de tout le groupe, bien que personnellement je représente la Banque mondiale, mais je voulais juste signaler que les deux autres parties qui sont plus sur le secteur privé, la SFI et MIGA, ont déjà quelques activités en Algérie. Un dernier mot pour parler peut-être un petit peu de l'avenir. Donc,
Comme l'a dit vous avez peut-être suivi notre vice-président pour la région MENA, donc M. Ousmane Dione, qui était là la semaine dernière, ou il y a une dizaine de jours, et qui avait vraiment insisté sur le fait que nous avons un partenariat fort avec l'Algérie et que nous comptons renforcer, et que nous sommes et nous resterons un partenaire fiable pour l'Algérie. Donc on va continuer et renforcer notre programme d'assistance technique. Et bien sûr, si l'Algérie le souhaite, on pourrait aussi donc apporter un appui supplémentaire au niveau du pays. Voilà un petit peu ce que je voulais dire en introduction. Merci, Monsieur Braham. Voilà. Est-ce que c'est possible, je vais vous faire parler encore un petit moment, est-ce que c'est possible de nous faire une petite synthèse sur le dernier rapport et comment se fait l'évaluation, justement? Comment la banque fait l'évaluation de l'économie algérienne? Le dernier rapport. Attendez une seconde. Alors, tout d'abord, je voudrais dire que ce rapport, c'est un rapport qu'on fait dans tous les pays de la région. Donc, on ne le fait pas que juste en Algérie. Donc, on fait un rapport tous les 6 mois. Et en général, parce que en tant qu'organisation, nous avons 2 grandes réunions par an. Une qui se passe à l'automne, qui s'appelle les réunions annuelles du FMI et de la Banque mondiale, en général. Et puis d'autres qui se passent en avril, qu'on appelle les réunions de printemps. De printemps, oui. Et c'est l'occasion un petit peu de faire le point sur la situation économique mondiale, mais aussi par rapport aux différents pays. Donc on essaie de sortir ce rapport un petit peu avant, pour que ce soit un outil qui soit aussi dans les mains des décideurs. Alors l'objectif de ce rapport, c'est vraiment de suivre un peu l'évolution de l'économie en Algérie. Et en même temps, on l'utilise des fois pour faire un focus particulier sur une thématique. Donc si vous l'avez noté, par exemple, le dernier rapport, il a focalisé sur la question des données. Les données, oui. Et je pourrais revenir là-dessus. Et donc, d'abord, je voudrais insister sur le fait que ce rapport est fait sur la base des données officielles. Donc, ce sont des données qui nous sont fournies par l'ONS, le ministère des Finances, la Banque centrale. Et on les remercie d'ailleurs à cette occasion, parce que la plupart des informations sont quand même des informations publiques qu'on trouve sur leur site. Mais il y a aussi des informations un peu plus précises qui nous aident, nous, à affiner notre analyse et qui nous sont fournies de manière tout à fait, je dirais, confidentielle pour les besoins de nos analystes. Donc, mais je voulais juste signaler que ces données nous sont transmises par les autorités compétentes pour finalement affiner notre analyse. Mais comme vous savez, des rapports de conjoncture, c'est des rapports qui essaient vraiment de voir la température actuelle de l'économie, mais avec des données qui souvent sont décalées. Oui. Donc on essaie vraiment aussi de compléter cette analyse qui est basée sur des données qui sont souvent un petit peu officielles, qui sont un petit peu qui datent de 3 mois, de 6 mois, par des données conjoncturelles, qui sont vraiment du moment, donc qui proviennent de diverses sources. Alors ça peut être les données qu'on mentionne souvent, c'est les données satellites. Et on a démontré, on a fait des analyses, on a démontré que les images satellites de l'éclairage nocturne, par exemple, est un très bon indicateur de l'activité économique. Pour les hydrocarbures, c'est évident, parce qu'à cause du torchage et tout ça, mais même pour les activités hors hydrocarbures, on a pu démontrer que c'était des méthodes d'estimation assez précises et de prédiction aussi assez bonnes. Donc, on utilise aussi les images satellites, par exemple, pour voir un petit peu l'évolution du secteur agricole, parce qu'on a des images donc un peu qui donnent l'idée sur un peu l'évolution des cultures donc dans différentes régions du pays. Donc ça aussi c'est un outil important. On utilise des outils tels que encore sur les satellites tels que les mouvements de bateaux pour estimer par exemple le commerce extérieur. On utilise évidemment des bases de données internationales aussi, par exemple sur le commerce extérieur. Donc il y a vraiment un ensemble de données qu'on utilise. C'est des données qui sont connues, qui sont accessibles, qui sont publiques. Parfois c'est complètement ouvert du public, parfois c'est des abonnements que nous avons avec certaines bases de données, etc. Mais c'est des informations qui sont tout à fait publiques et qui nous permettent, et on en parle justement dans ce rapport, qui nous permettent vraiment d'affiner l'analyse.
ça reste, comme je l'ai dit, une analyse de conjoncture. Donc, mais on l'utilise aussi pour donner un petit peu notre avis sur la trajectoire, je dirais un petit peu de l'économie algérienne. Alors, si vous voulez que je sois un peu plus précis. Le rapport parle d'une dynamique économique de l'Algérie et parle aussi de perspectives optimistes. Oui. On peut en savoir un peu plus? Bah, écoutez, il faut mettre les choses en contexte. Donc, il faut voir que quand même, l'économie mondiale sort d'une grande crise qui est le Covid, qui a été suivie après par la guerre de l'Ukraine, qui a touché plus particulièrement, je dirais, notre région euro-méditerranéenne, et où la plupart des pays ont eu quand même de la difficulté à reprendre. Si on regarde l'économie algérienne, sur les 3 dernières années, on a eu un taux de croissance qui était proche de 4%, un petit peu moins. Un petit peu 4%? Oui, un petit peu plus, un petit peu moins, 3,6, 3,8, 4. Mais sur les 3 dernières années, on a réussi à maintenir cette tendance dans un contexte où des pays arrivaient à peiner à avoir une croissance positive. Donc, je veux dire que c'est quand même une performance dans le contexte actuel, qui a été certes aidée par je dirais, les augmentations de prix et la demande de gaz, mais pas que. Je pense que le dynamisme de l'économie algérienne est visible. Je pense que, d'une certaine manière, la période du Covid a stimulé l'économie algérienne, parce que, à cause finalement, on sent qu'il y a une industrie qui s'est développée pour répondre à la demande intérieure. Donc, il y a une dynamique qu'on voit, je dirais, dans la vie de tous les jours et qu'on voit sur les chiffres. Alors, en 2022, donc, il y a eu le Covid, donc une chute du PIB du pays. Et en 2022, donc ça c'était en 2020, en 2022, l'économie avait déjà retrouvé son niveau pré-Covid. En 2022. C'est dû à quoi exactement, M. Braham? Est-ce qu'il y a des indicateurs qui expliquent cette hausse et cette dynamisme? Ben, comme je vous l'ai dit, je pense que il faut reconnaître, comme j'ai dit, que le gaz, les trucs, tout ça, ça a joué un rôle important. Mais je pense aussi qu'il y a eu aussi une politique assez rigoureuse en termes de gestion des ressources publiques, de maintenir l'État quand même à continuer à mettre, je dirais, des ressources dans l'économie qui ont permis de maintenir la consommation. L'investissement a baissé, mais il a repris après. Donc, comme je l'ai dit, donc, en 22, on a retrouvé le niveau. Mais si vous voulez, si vous prenez la trajectoire de développement de l'Algérie, on était sur une trajectoire qu'on peut décrire de cette manière. Puis il y a eu la chute du Covid. En 2022, on a repris le niveau qu'on avait en 2020, 2019. Mais on prédit qu'en 2024, on va retrouver la trajectoire. C'est-à-dire en 2024, à la fin de cette année, on s'attend à ce que l'Algérie revient sur sa trajectoire de croissance. Donc pour nous, c'est quand même un indicateur très important. De la manière dont l'économie algérienne a réagi à cette période de crise, et ça démontre, je dirais, la résilience de l'économie algérienne. Ceci dit, on souligne aussi dans nos rapports que cette résilience, il ne faut pas aussi sous-estimer le fait que même il y a encore des risques qu'il faut gérer dans le futur. La dépendance des hydrocarbures est là, c'est-à-dire que si demain les prix du pétrole baissaient de manière dramatique, ça serait difficile à gérer. Et aussi sur la question des finances publiques, le fait que comme le budget reste comme assez important et pèse, je dirais, un peu l'économie, c'est aussi quelque chose qu'il faudrait maîtriser. Et le ministère des Finances y travaille, c'est un petit peu aussi l'objet de l'assistance technique qu'on fait avec. Très bien. On va prendre des questions de mes consoeurs et confrères s'il y a des questions à poser. D'accord. Donc, oui, le micro. Bonjour, donc je me présente, c'est M. Hassan. Moi, j'ai travaillé avec la Banque mondiale d'une façon un peu particulière, puisque j'étais dans le cadre du Doing Business, l'évaluation du Doing Business. Et donc, j'ai 2 questions essentiellement. On avait remis en cause un certain temps le rapport de 2018. De 2018, où l'Algérie était mal classée. Chose qui nous paraissait assez bizarre,
par rapport à certains pays, comme, je veux dire, notamment le Rwanda, qui était classé pratiquement mieux que l'Algérie. La deuxième question, c'est que je voudrais voir dans quelle mesure nous sentons un apport consistant, un apport palpable du travail de la Banque mondiale pour l'amélioration des ressources en Algérie, étant donné que l'Algérie a des recettes qui, pratiquement 90%, proviennent des ressources des hydrocarbures. Voilà. Je vous remercie. Merci. La deuxième question, je n'ai pas très bien saisi. C'est-à-dire comment la Banque mondiale intervient concrètement dans le cadre de l'amélioration des ressources de la Banque mondiale, étant entendu que toutes nos ressources, la quasi-totalité des ressources proviennent des recettes des hydrocarbures. Je vous remercie. Sur la première question, je crois que Doing Business, comme vous le savez probablement, donc ça a été, donc l'exercice a été un peu revu, donc ça a été stoppé à un certain moment, puis ça a repris. Donc maintenant il y a un nouvel outil qui s'appelle le Be Ready. Donc le problème avec le Doing Business, c'était le classement. Enfin, il faut dire, entre autres. Puis il y avait certaines, je dirais, certaines. C'est quand même basé beaucoup sur les appréciations, donc sur les perceptions, et puis il y avait aussi certaines difficultés méthodologiques, ce qui fait que, si vous vous rappelez, donc il y a eu des contestations, il y a eu avec le rapport, voilà, et donc il y a eu un recours, oui. Oui, et donc c'est pour ça que ça a été arrêté. Donc si vous avez remarqué, il n'y a pas eu de Doing Business depuis. Donc il y a un nouvel outil qui s'appelle le Be Ready, qui a commencé l'année dernière. Donc il y a eu un premier groupe de pays qui a été évalué. L'Algérie n'a pas encore été évaluée, donc ça se fait en plusieurs phases. Donc il y a eu une première phase, une deuxième phase, un deuxième rapport qui doit sortir en 2024-25. Et on s'attend à ce que l'Algérie, probablement, le rapport sortira peut-être fin 2025. L'équipe est prévue qu'elle vienne en juillet, je crois, en août, voilà, en août prochain. Donc voilà. Mais c'est vrai que bon, que ce soit le Doing Business ou il y a plusieurs publications et indicateurs qui sont publiés par la Banque mondiale et qui sont parfois contestés. Ce que je peux dire, c'est que, ayant suivi quelques-uns de ces cas, ça peut être dû à plusieurs facteurs. Et le facteur le plus important que j'ai vu personnellement, c'est l'absence d'information. C'est-à-dire que souvent, ces indicateurs, lorsqu'il n'y a pas d'information, on est mal noté, et puis après, ça se répercute sur la note totale, et du coup, donc c'est un peu l'œuf et la poule, c'est-à-dire que nous, pour pouvoir faire des évaluations correctes, on a besoin de l'information, et l'information, c'est pas toujours évident à avoir. Puis après, lorsque les rapports sortent, on a des contestations parce qu'on voit que ce n'est pas exactement ce qu'on attendait. Ouais. Donc je pense que la solution, c'est vraiment la collaboration. Et ça rejoint un petit peu l'objet de notre dernier rapport, qui insiste sur la question des données. Je pense que c'est vraiment essentiel, parce que c'est ce qui permet de donner l'image correcte sur le pays, et peut-être on pourra y revenir sur la question du reclassement de l'Algérie. Ben justement, j'allais poser la question. Donc c'est vraiment... On veut insister là-dessus parce que c'est vraiment important à tous égards. C'est important pour donner une image réelle du pays, c'est important pour donner de l'information aux futurs investisseurs, pour aider l'État dans ses politiques publiques, parce qu'il aura les données correctes. Donc c'est vraiment essentiel. Et je peux vous donner un exemple, particulièrement en période de crise, lorsqu'il y a des crises. Si vous prenez lorsqu'il y avait le Covid, ou lorsqu'il y a une catastrophe naturelle, souvent, le fait d'avoir des données disponibles, ça permet vraiment des réponses rapides à des drames humanitaires, à des problématiques qui sont d'urgence. Donc vraiment, les données sont essentielles. Vraiment, je pense que bon, l'Algérie est en train de faire des efforts, comme j'ai dit. Notre rapport, on le fait grâce à des données qui nous sont fournies. Et je pense qu'il y a encore des efforts à faire à ce niveau-là. Oui, allez-y. Deuxième question, je crois. Sur la question des ressources. Oui. La contribution de la Banque mondiale pour une amélioration de la dépendance de l'Algérie des ressources locales. Alors, j'avais mentionné tout à l'heure que il y a les trois axes. Donc, le deuxième axe, c'était la diversification économique. Alors, sur la diversification économique,
Je pense que la principale activité qu'on a, c'est une assistance technique pour le développement des... pas le développement, c'est pour l'élimination des barrières à l'export. Et là, on a travaillé sur quelques chaînes de valeur dans l'agroalimentaire, dans l'industrie. On a travaillé sur les dates, on a travaillé sur le cuir, on a travaillé sur la mécanique de précision. Donc on a analysé des chaînes de valeur spécifiques où on pensait du gouvernement, où il y a du potentiel. On a travaillé aussi sur les questions de logistique, donc transport, douane, etc. Essentiellement avec le ministère du Transport d'ailleurs. Et donc il y a une nouvelle loi qui est en préparation, donc, où on a apporté, si vous voulez, une contribution. Tout ce qui est accréditation on travaille avec Algérac, donc tout ce qui est accréditation, parce que la diversification, finalement, c'est surtout la diversification des exportations, qui reste quand même très déficitaire. Parce que si vous regardez l'économie des hydrocarbures, ça représente que, je sais pas, 15% du PIB. Mais les exportations, c'est 90%. Donc c'est vraiment là que l'effort est à faire. C'est-à-dire que développer des industries exploitatrices. Et c'est un peu la chose sur laquelle on a travaillé. Et puis maintenant, on a commencé à travailler avec l'API, l'Agence de promotion des investissements, pour essayer de développer une sorte je dirais, de stratégie un peu des investissements. Parce qu'on se rend compte que, bon, on donne des avantages, des incitatifs, etc. Mais le risque, c'est que tout le monde fasse la même chose. Et qu'au final, on n'arrive pas à s'intégrer. Parce que l'objectif, c'est d'avoir vraiment des industries exportatrices et qui soient intégrées, où le taux d'intégration et aussi la valeur ajoutée est maximisée. Il y a aussi quelque chose, je sais que le gouvernement travaille dessus. On n'est pas, en tant que Banque mondiale, impliqué, mais je sais que le gouvernement travaille sur la valorisation des produits qui sont exportés. Parce que si vous voyez, même les 10% non hydrocarbures, ils sont en grande partie, il y a 5 ou 6 produits qui représentent 90% de ces exportations, qui sont le ciment, l'acier, etc. Donc l'idée, c'est vraiment d'essayer de valoriser, de faire plus de transformation et d'exporter des produits plus transformés. Donc comme je dis, nous, notre aide, notre assistance est essentiellement de l'assistance technique pour l'instant. Justement, je reviens sur ça. Dans les années 90, la Banque mondiale finançait certains projets. Là, l'apport de la Banque mondiale se contente d'appui technique. Pourquoi ce changement? Pourquoi la Banque ne finance plus les projets en Algérie? Écoutez, ça, c'est la stratégie du gouvernement. Donc, je pense, nous, on a toujours dit qu'on était disponible. Si l'Algérie est un pays qui est, comme je dis, c'est un pays important, c'est un pays qui a des besoins, c'est un pays qui a du potentiel, c'est un pays qui est solvable, c'est un pays qui est, je dirais, fiable à tous les points de vue. Donc si l'Algérie le souhaite, on pourrait financer des projets de développement en Algérie. Mais ça reste encore, je dirais, la décision du gouvernement. Nous, ce qu'on peut dire, et ce que notre vice-président, M. Diane, a dit lorsqu'il était de passage, c'est que nous, on est là. On va continuer à produire de l'assistance technique. Et je peux vous dire que l'assistance technique, parfois, elle peut être encore plus importante que le financement. Franchement, parce que le niveau et la qualité de l'assistance technique que nous avons avec l'Algérie est exceptionnel. Dans le sens où nous avons un niveau de respect et de confiance considérable qui permet, comme j'ai dit, le fait qu'on ait accès à certaines données qui ne sont pas publiques, ça témoigne, je dirais, du degré de confiance. Ce qui veut dire que l'assistance technique, les conseils qu'on donne sont vraiment des conseils qui sont écoutés, qui sont pris en compte. Et parfois, c'est plus important que le financement. Donc, je vous écoute, oui. Justement, moi j'étais avec mon responsable, un ancien ministre, je ne citerai pas le nom, il me dit, suite à la réunion avec les représentants de la Banque mondiale, c'est la première fois, c'était frappant, il me dit, il faut savoir, il faut comprendre, que l'Algérie n'a pas besoin de financement. Ce dont nous avons besoin, c'est davantage une ligne de conduite pour une bonne gouvernance. On a besoin, l'Algérie n'a pas besoin de fonds de la Banque mondiale ou du FMI. On a davantage besoin d'une stratégie de développement, une bonne gouvernance. Voilà. Bien, donc
Tu as répondu à la question que j'ai posée. Bien, on va parler aussi du dernier reclassement de l'Algérie, Monsieur Brahim. Ouais. Le 1er juillet, la Banque mondiale a procédé à un repositionnement de l'Algérie dans le cadre du reclassement des économies mondiales. Et est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu en quoi consiste et quel est l'impact de ce nouveau repositionnement? Oui, avec plaisir. Enfin, on a déjà un peu communiqué là-dessus, mais peut-être donner un peu plus de détails. Donc, à chaque année, au 1er juillet de chaque année, la Banque mondiale sort un classement, enfin sort en fait une liste des pays membres de la Banque mondiale avec une estimation du revenu national par habitant et évidemment et un classement des pays. Alors, ce classement en catégories, je dirais. Donc, il y a les pays à revenus élevés, il y a les pays à revenus intermédiaires qui sont partagés en revenus intermédiaires élevés et revenus intermédiaires faibles, et les pays à revenus faibles. Ça, c'est les 4 grandes catégories. Alors, il faut savoir que l'Algérie était déjà au niveau classé dans la catégorie des pays à revenus intermédiaires élevés jusqu'à 2019. Puis après, le revenu a baissé, et donc elle s'est retrouvée dans la catégorie des pays à revenus intermédiaires faibles. Alors, ce qui s'est passé, c'est que le dernier reclassement le revenu, si vous voulez, par habitant en Algérie est passé de 3 900 $ par tête, je crois, à 4 960 $ par tête. Et la barre, c'est 4 216 $ pour les pays à revenus intermédiaires. Donc, l'Algérie a dépassé. Alors, la question, c'est comment est-ce que ce saut a été fait? Parce qu'effectivement, un pays ne peut pas, comme ça, augmenter son revenu de 25% en une année. Il faut savoir que la manière dont ces chiffres sont calculés, ils utilisent les chiffres du pays, qui sont après validés par nos équipes techniques à Washington, qui font un peu tout ce calcul pour aligner les pays entre eux. Alors, ce qui s'est passé, c'est qu'en 2024, l'ONS a procédé au rebasage du PIB, du PIB, donc en Algérie. Alors, ce rebasage, il était essentiellement... il faut dire que la manière dont le PIB était calculé, c'était sur... Il y a toujours une année de base. Donc, il y avait une année de base qui était 89, et ils ont passé à donc 2001. Et au cours de ce rebasage, ils ont quand même mis à jour, je dirais, leurs données. Alors, je dirais qu'il y a pratiquement trois facteurs qui ont joué. Le premier facteur, je dirais, c'est le fait que donc il y avait des estimations un peu plus complètes de certaines dépenses qui n'étaient pas... Parce qu'évidemment, l'économie évolue, et puis il y a certaines dépenses, notamment la recherche et le développement, etc., qui n'étaient pas comptabilisées dans les dépenses publiques. Donc, la deuxième, c'est l'alignement avec les standards internationaux. Donc, il y a le système national comptable 2008, qui est un système international. Donc, il s'agissait d'aligner donc la manière dont le PIB était calculé par rapport à ça. Et la troisième, c'était une estimation un peu plus, je dirais, un peu plus précise du secteur informel. C'est à peu près les... Bon, il y a d'autres, mais c'est les trois principaux facteurs qui expliquent un petit peu ce changement. Alors, la manière dont il faut voir ça, c'est que, au final, le nouveau chiffre, en fait, reflète de manière plus précise l'état de l'économie algérienne. C'est ça l'idée. C'est que, au final, le PIB et le revenu national, c'est une estimation. C'est pas un chiffre, c'est des estimations, c'est des calculs économiques qui sont faits. Et le fait que l'ONS ait actualisé son calcul du PIB, finalement, a permis de donner une idée plus réaliste, plus correcte, plus fiable de l'état de l'économie algérienne. Et d'où, encore une fois, je reviens sur la question de l'importance des données, la question que vous posiez tout à l'heure aux indicateurs, on n'était pas satisfait des résultats de certains indicateurs, c'était probablement en grande partie dû à l'absence de données. Et je pense que le fait que ce travail ait été fait par l'ONS, finalement, ramène l'Algérie à sa catégorie naturelle, où elle était déjà, qui est la catégorie des revenus
des pays à revenus intermédiaires élevés. Voilà un petit peu, si vous voulez. Bien, merci. Des questions? Oui. Alors, je voudrais juste signaler autre chose, c'est qu'en fait, il va y avoir un autre rebasage en 2025. Oui, un autre classement? Non, un rebasage du PIB de l'ONS. D'accord. Le classement, il se refait à chaque année, de toute façon. Chaque année, oui. Mais l'ONS, parce que le rebasage qui a été fait n'a pas pris en compte tous les facteurs, puis il y a des enquêtes qui ont été faites après, etc., qui ne sont pas... Mais l'idée, c'est qu'il y ait un autre rebasage en 2025 qui va encore donner un calcul encore plus correct, plus précis du PIB en Algérie. Très bien. On prend une autre question? Bonjour monsieur, merci d'être venu pour nous éclairer sur certains points qui nous paraissaient un petit peu abscons dans le sens où c'est monsieur Chérif Ali, freelance. Donc certains rapports de conjoncture passés ont suscité l'ire de nos gouvernants, et pour cause. Parce que pour certains observateurs, la banque, à une certaine époque, s'est muée d'institution financière à un outil de propagande et de manipulation. Ces termes sont crus, mais je les reprends tels quels, hein, donc je cite. Sinon, comment interpréter cette qualification de l'Algérie va aller vers, j'ouvre les guillemets, séisme économique? Elle qui a, et je reprends un petit peu vos propos, qui a fait montre de résilience en traversant par exemple toute la période du Covid sans laisser des plumes, pardonnez l'expression. Donc, et depuis ce temps-là, on est arrivé à la venue de votre vice-président qui n'a pas tari d'éloges donc sur le pays. Vous l'avez un petit peu expliqué, ce qui s'est passé entre-temps, mais sinon en 2 mots, est-ce que vous pouvez nous dire qu'est-ce qui s'est passé, la période du séisme économique à cette période où, disons, les choses ont évolué? J'ai une deuxième question, si vous permettez. Quelle est la différence majeure entre le FMI et la Banque mondiale? Une question subsidiaire. Comment, au niveau ou à l'intérieur de la Banque mondiale, on a apprécié ou on a, disons, décortiqué le prêt que l'Algérie, la contribution de l'Algérie au FMI à l'époque? Comment ça a été perçu du côté de la Banque mondiale? Une curiosité. Okay. C'est clair ce que j'ai dit? La dernière question n'est pas très claire, mais de toute façon, je ne répondrai pas à des questions sur le FMI. Ça, c'est clair. Oui, la dernière. FMI, Banque mondiale, sur certains points, ils se rejoignent parce qu'ils financent des projets dans des pays, etc. Ils prêtent de l'argent. Donc, à ce niveau-là, quelles sont les différences majeures, disons, entre les deux institutions? Et la question qui a suivi, c'est à un certain moment, l'Algérie a prêté de l'argent au FMI. Ah, okay. Comment ça a été, ça a été perçu du côté de votre banque? Je comprends. Est-ce que c'est... Voilà. Merci beaucoup. Oui. Je vais commencer par la dernière question, parce que c'est la plus simple. Enfin, il n'y a pas de perception à avoir. Je veux dire, ça, il faut voir que... Voilà, je réponds aussi un petit peu à votre question. Comment fonctionne le FMI? Le FMI, c'est un peu comme une banque centrale des États, enfin du monde, mais qui n'émet pas de monnaie. Il n'y a pas de monnaie, il n'y a pas de monnaie internationale. Il y a ce qu'on appelle les droits de tirage spéciaux, mais ce n'est pas une monnaie. C'est juste ce qui permet à des pays de tirer. Donc chaque pays a un compte, si vous voulez. Et la manière dont le FMI fonctionne, c'est une institution qui sert finalement à réguler un petit peu le système financier international. Autrement dit, les pays qui sont excédentaires, qui ont donc l'Algérie maintenant, elle a 70 milliards de dollars de réserve. Donc ça, c'est un excédent. Il y a d'autres pays qui ont un déficit. Et finalement, le FMI, lorsqu'il intervient pour prêter de l'argent à un pays, il n'a pas d'argent propre. Il les prend d'autres pays. Donc l'Algérie est contribuée, bien sûr, ce n'est pas obligatoire, mais souvent, je ne sais pas si c'est, je dis n'importe quoi, c'est le Venezuela qui a besoin de financement, le FMI va se tourner vers l'autre pays qui a un excédent, qui est prêt à mettre de l'argent à la disposition du Venezuela. Et puis l'Algérie peut dire oui. Donc ça, c'est quelque chose, et ça, je crois que c'est au crédit de l'Algérie de mettre des ressources à la disposition d'autres pays qui sont dans le besoin. Donc je peux dire que nous, du côté Banque mondiale, on ne peut que se féliciter de cela. Donc, je pense, et on souhaiterait, enfin, on espère quand même que cette situation d'aisance ou de confort, disons, continue. Bon,
Maintenant, votre première question, moi je n'ai pas vu ça. Je sais pas, peut-être je me tourne vers mes collègues. Qui a dit séisme économique? Je pense pas que c'est je pense pas que c'est le genre de terme qu'on utilise. Le rapport de la Banque mondiale de 2022 a été très négatif et ça a fait réagir le gouvernement algérien. C'est pas une question sémantique. Je me rappelle pas. Je crois que j'ai lu ce rapport, mais j'étais pas là. Peut-être pas. J'étais pas là. Non, j'étais pas là. Mais vous imaginez bien qu'en arrivant ici, j'ai été briefé. Donc sur ce qui s'est passé. Donc j'ai dû lire ce rapport une dizaine de fois. Je me rappelle pas, franchement, avoir lu séisme économique. N'empêche que le rapport est Ceci très dit, négatif. ceci dit, c'est un avis personnel. Hein, je veux pas juger les gens qui ont rédigé ce rapport. Mais j'aurais certainement dit les choses différemment. Je pense que, bon, il y a les faits, il y a aussi la manière dont on les rapporte. Et je peux comprendre que dans un contexte spécifique, ça a été mal interprété. Mais ceci dit, bon, le rapport, en fait, c'est pas tout le rapport, en fait, c'était, je crois, un chapitre du rapport qui regardait la question des inégalités. Je crois que c'était ça, c'était la question des inégalités. Et c'est vrai que, bon, enfin, personnellement, je veux dire, on le sait. On le sait d'appeler les indicateurs. L'Algérie a, depuis l'indépendance, investi énormément dans le capital humain. Le citoyen a toujours été au centre des politiques qui ont été suivies en Algérie. Et lorsqu'on regarde les indicateurs, l'Algérie est probablement l'un des pays les plus égalitaires dans le monde. Je veux dire, on peut... Bon, le fait de voir qu'il y a effectivement quelques inégalités qui sont là et de faire... Bon, tout un... Bon, je comprends que ça puisse être un peu mal perçu. Mais je pense que de toute façon, je pense que cet épisode est passé. Je pense que pour nous, en tout cas en tant que Banque mondiale, ça nous a permis d'après de faire attention, parce que vous savez, souvent, c'est les analystes, les économistes, les techniciens, ils ne voient pas un peu le côté qui est derrière. Donc, voilà, donc on fait très attention à ce qu'on dit, et je pense que depuis le temps... Justement, est-ce que tous les rapports de la Banque mondiale sont fiables? Est-ce qu'il n'y a pas eu de réaction d'autres pays sur ces rapports? Écoutez, les erreurs peuvent toujours parvenir. Je veux dire que ce soit des rapports de la Banque mondiale ou d'autres rapports. Mais je pense que globalement, la Banque mondiale, quand même, et les publications de la Banque mondiale restent parmi les publications de référence dans le monde. Donc, c'est quand même des rapports qui sont généralement très fiables. Je ne nie pas, il peut y avoir des erreurs dans n'importe quel rapport, et lorsque cela nous est signalé, on fait la correction. Donc, mais globalement, je pense que, et c'est pas nous qui le disons, je pense que c'est un peu reconnu un peu partout dans le monde, que les rapports quand même de la Banque mondiale sont des rapports de référence. On va prendre une autre question s'il y en a. Monsieur, oui. Bonjour, Monsieur Onzar de l'Expression. Ma première question, elle est relative à la pérennisation des acquis, c'est-à-dire en matière d'assistance et d'accompagnement de l'Algérie sur certains volets techniques. C'est-à-dire comment est perçue comment est envisagée la stratégie de pérennisation des acquis. Voilà. Et ma deuxième question, elle est relative au nouveau cadre des affaires en Algérie. L'Algérie a consenti certains efforts, comme vous l'avez souligné tout à l'heure, en matière d'investissement, à savoir des nouvelles lois qui ont été votées, adoptées et mises en service, et aussi un certain nombre de facilitations. Comment la Banque mondiale voit justement ce volet précis? Merci beaucoup. Merci à toi, oui. Bon, sur la première question, c'est une question qui n'est pas facile, je dirais. L'Algérie vit une transition, donc dans un modèle qui était comme central, donc très public, et automatiquement, lorsqu'on commence à ouvrir un peu, donner un peu plus de place au privé.
voilà, diversifier l'économie, etc., il y a toujours le risque que ça affecte, et on l'a vu dans plusieurs pays, ça affecte les services publics, l'éducation, la santé, le développement d'un secteur privé, création d'inégalités. Ça, c'est vraiment une transition qui est délicate. Je pense que l'Algérie est en train de gérer ça de manière prudente et qui a permis quand même de maintenir une certaine qualité des services publics, malgré le fait qu'il ne faut pas oublier, l'Algérie est quand même passée par des crises dues effectivement à cette fluctuation du prix du pétrole. Et c'est pour ça que nous, notre recommandation, c'est que pour que l'Algérie puisse maintenir ce niveau de service qui est produit aux citoyens, il est important qu'elle diversifie un peu son économie et aussi ses sources de financement. Voilà un petit peu, je dirais. Donc je pense que c'est un effort qui doit être continué, qui est là, et je pense que les années à venir vont être assez importantes. Par rapport à l'environnement des affaires, je pense qu'il y a quand même beaucoup de mesures qui ont été prises récemment, que ce soit le code des investissements, le nouveau code des investissements. C'est quand même assez important que la loi soit sortie avec tous les textes d'application. Donc, et je crois, j'entendais donc le directeur général de l'AAPI qui était chez vous donc, récemment, qui en a parlé, donc qui a dit que la semaine après, il était capable de mettre en œuvre la loi. Donc ça, je pense que c'est important ce qui a été fait au niveau du Code des investissements. Il y a la nouvelle loi bancaire qui a été prise. Bon, on entend encore les textes d'application, mais c'est comme une loi qui va ouvrir un petit peu les possibilités de financement en introduisant de nouveaux concepts tels que le digital, l'islamique, le vert, etc. Il y a tout ce qui a été fait pour l'accès au foncier, tout ce qui est facilitation, digitalisation, facilitation des services aux entreprises. Donc je pense que l'effort est là, on le voit. Bon, maintenant, comme je l'ai dit, en termes de comment mesurer cet effort, le doing business n'est pas encore, a été discontinué, mais le nouvel outil, comme je l'ai dit, peut-être qu'en 2025-2026, on pourra avoir une indication sur effectivement comment est-ce que ça repositionne l'Algérie en termes d'environnement des affaires. Merci. Parmi les appuis techniques que la Banque mondiale apporte à l'Algérie, il y a le domaine prioritaire du changement climatique, oui, de la transition énergétique. Quelle est la nature de cet appui technique par rapport à ça, monsieur alors sur la partie énergétique, donc j'avais mentionné le torchage et la transition énergétique. Enfin, c'est les deux aspects liés à l'énergie sur lesquels on intervient. Alors sur la première question du torchage, donc il y a une initiative qui a été initiée par un groupe de pays à travers la Banque mondiale. Donc la Banque mondiale a pris un peu le leadership en 2015 pour la création de ce groupe de pays qui sont engagés à éliminer le torchage de gaz. Enfin, est-ce que je dois expliquer ce que c'est le torchage de gaz? Oui, si vous voulez, si c'est possible. En fait, lorsqu'on a il y a le torchage de gaz. Lorsqu'on produit du pétrole, il y a du gaz qui sort. Et donc et puis on n'a pas les moyens d'utiliser forcément. Et donc, des fois on peut l'utiliser, des fois on ne peut pas l'utiliser. Lorsqu'on n'utilise pas, on le torche. Donc c'est pour ça, lorsqu'on regarde les images satellites, on voit de l'Algérie, on va en nocturne, on voit quand même beaucoup de... C'est assez impressionnant. Oui. On voit que c'est autour de la zone où il y a les puits de pétrole, effectivement. Donc ça, c'est pas propre à l'Algérie, parce que ça coûte de l'argent de le réinjecter, etc. Ça coûte de l'argent. Et donc la plupart des compagnies, depuis ont toujours torché du gaz. Puis là, on se rend compte, parce que la question du climat devient importante, qu'il faut gérer ce problème. Et en 2015, donc un groupe de pays, les principaux pays concernés, se sont réunis et ont décidé de s'engager à éliminer le torchage d'ici 2030. Et au nom de l'Algérie, c'était la Sonatrach, qui a rejoint le groupe en 2018 et que depuis a fait beaucoup d'efforts pour essayer de réduire le tonnage. Nous, en tant que Banque mondiale,
On a eu des... je n'appellerais pas ça une assistance technique parce que vraiment on n'a pas un programme très étoffé, mais on a eu un dialogue avec le ministère de l'Énergie et la Sonatrach. Au départ, c'était surtout sur les questions de mesure. Parce que comment on mesure le torchage, parce qu'il y avait des différences entre ce que nous on fait. On produit un rapport annuel, en fait, où on évalue par des images satellites, etc., quel est le niveau de torchage dans chaque pays, et on évalue comment ça évolue dans le temps. C'est effectivement pour mesurer le progrès vers cet objectif de 2030. Et on le fait à chaque année. Et il y avait des différences de mesure entre ce que l'agence spatiale algérienne estimait et ce que nous, nos équipes à Washington estimaient. Et donc on s'est assis plusieurs fois pour essayer un peu d'accorder les violons. Et là, je crois qu'on a atteint une certaine... Parce que si on ne sait pas combien on torche, on ne peut pas vraiment agir dessus. Donc là, et maintenant, on parle, on est encore en discussion, il n'y a pas d'action concrète, mais on continue ce dialogue. Et je sais que la Sonatrach a un certain nombre de projets visant à réduire le torchage pour effectivement utiliser ce torchage par des utilisations locales ou peut-être voilà, combiné avec du solaire. Enfin, il y a plusieurs idées qui sont là. Et peut-être qu'on pourrait trouver des financements pour ces petits projets. Parce que ce groupe de pays a créé aussi un fonds qui permet d'aider les pays qui veulent faire des actions spécifiques. Alors, ce qui est important à noter, c'est que, et puis cette année en particulier, on l'a dit, je crois, c'est notre rapport, l'Algérie a été le pays qui a le plus réduit le torchage de gaz dans le monde. Une réduction de 5%. C'était la plus élevée. Alors, la réduction du torchage, en général, il y a deux facteurs. Un, c'est la production. Lorsqu'on produit moins, on torche moins forcément. Et deux, c'est l'effort qu'on fait pour effectivement maîtriser et contrôler ce torchage. Alors, ces 5% à 2% qui s'expliquent par la réduction de production, parce que la réduction de pétrole en Algérie est en train de baisser. Mais il y a 3% quand même qui sont dus aux efforts qui ont été faits par l'Algérie pour réduire le torchage. Et en particulier sur Hassi Massoud, on a réduit pratiquement, je crois, de 47-48% en 3 ans. Donc, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Oui. C'est quand même, les gens ne le savent pas, ça, mais il faut savoir quand même qu'il y a des efforts importants qui sont faits par l'État et par les entreprises publiques et par les acteurs économiques en général en Algérie et qui ne sont pas connus du grand public. Donc nous, c'est aussi un peu notre rôle à travers notre communication. On vient d'apprendre que l'Algérie est le pays qui a le plus réduit dans le monde. Voilà, le taux donc l'Algérie fait un effort réel. De le connaître. Faire un effort réel pour effectivement réduire les les émissions de gaz à effet de serre et donc de contribuer à lutter contre le changement climatique. C'est important de le noter. Et la Banque mondiale est prête à financer des projets dans le sens de ce changement climatique? Oui, je vous ai dit, on est en discussion avec la Sonatrach, donc sur certaines idées de projets. On n'est pas encore arrivé au financement. Mais ce que j'ai dit, c'est qu'il y a un fonds qui permet de financer ce genre d'activité et que l'Algérie serait éligible à ces fonds-là. Et on est en train de discuter. On n'a pas encore de projet concret, mais c'est une possibilité, oui. Très bien. Mais déjà, sans les financements de la banque, déjà, comme j'ai dit, la Sonatrach a déjà fait énormément d'efforts sur ses fonds propres. Très bien. La Banque mondiale est aussi en train d'évaluer le système des risques majeurs en Algérie. Donc vous faites un diagnostic, mais vous allez encore plus loin, vous mettez en place un plan d'action pour une nouvelle stratégie. En quoi ça consiste exactement? Quel est votre rôle dans cette nouvelle stratégie? Écoutez, c'est de l'assistance technique. Toujours de l'assistance technique. Donc on est en étroite collaboration avec la DNRM. Donc le diagnostic était important, il a été apprécié par la DNRM. D'ailleurs, il y a eu des présentations, des discussions du rapport qu'on a produit. Et on a amené, je crois, des copies du rapport. Il est là, donc au fond de la salle. Donc je vous invite à vous en procurer. Et c'est un rapport qui a été présenté partout en Algérie, avec les wilayas, donc à l'est, à l'ouest, au sud. Et bien sûr dans la région d'Alger, on a fait à Alger, on a fait à Boumerdès, je crois. Donc voilà, donc on l'a présenté dans plusieurs et avec une implication du Wali lui-même, une participation importante des cadres de la région. Donc il y a une appropriation de ce rapport que nous apprécions beaucoup, parce que nous on fait le travail technique, mais c'est important que ce travail technique soit
appropriée par les autorités. Alors évidemment, oui. Mais pour résumer, si vous voulez, ce qu'on dit, c'est que l'Algérie a un bon système, elle a mis depuis longtemps un système de gestion des risques majeurs, et pour des raisons évidentes, hein, les séismes, les feux de forêt. Donc l'Algérie est consciente et elle a mis un plan d'action. Bon, ce plan d'action demandait à être un peu, je dirais, Perfectionné. mis à jour, notamment en évaluant les différents risques, parce qu'il y a différents types de risques, et aussi développer probablement la question de ce qu'on appelle la détection précoce, donc détecter en amont, particulièrement pour les questions de feux de forêt, toute la question de prévention, parce que c'est ça un peu le côté, ces risques, c'est que la prévention a un coût. Si on prend le sismique, faire des bâtiments selon les normes antisismiques, etc., ça coûte plus cher. Mais ça reste quand même beaucoup moins que le coût qui advient lorsque ça arrive. Et ça, on l'a, je n'ai pas les chiffres en tête, mais c'est dans le rapport. Donc on présente ce rapport entre investir dans la prévention versus ce que ça coûte lorsque ça arrive. Même si ça arrive une fois tous les 20 ans. Et quel est le plus que peut apporter la Banque mondiale dans ce domaine? Nous, c'est-à-dire qu'on a identifié un petit peu les points forts, les points faibles. On a identifié Quels sont un les certain points nombre. faibles que vous avez identifiés qui méritent d'être Je perfectionnés? pense que le gros, c'est vraiment essentiellement au niveau de accroître l'effort en termes de prévention. C'est la prévention. C'est la prévention. Il y a aussi la question du financement, parce que ça coûte cher. Aussi, développer un système qui soit un peu plus partagé par une sorte d'assurance. Travailler avec les assurances, parce que c'est toujours l'État, finalement, qui prend ces coûts-là. Répartir un petit peu les coûts. Voilà un petit peu ce que je me rappelle des recommandations, mais comme j'ai dit, elles sont là, parce que ça date quand même, ce rapport, c'était à l'automne dernier. Mais je crois que le plus important, comme j'ai dit, c'est que l'ADNM s'approprie ce diagnostic, s'approprie ce plan d'action. Ils sont en train de... Donc il y a une loi, la loi a été révisée déjà, puis il y a une stratégie qui est mise en place, et pour laquelle, encore une fois, on contribue en apportant des exemples d'autres pays, en essayant de structurer un peu et d'aider finalement les autorités à développer cette stratégie. Bien, merci. Oui, on va prendre une autre question de mes... Mohamed. Pardon, bonjour. Je voulais juste avoir l'avis de la Banque mondiale sur les objectifs fixés par l'Algérie à l'horizon de 2027 d'atteindre un PIB de 400 milliards de dollars et d'asseoir une économie émergente et ainsi que d'augmenter la part des exportations hors hydrocarbures. Donc, comment la Banque mondiale évalue et perçoit ces objectifs? L'objectif d'un objectif, je dirais, c'est de mobiliser autour de cet objectif. Je pense que c'est comme ça qu'il faut voir les choses. Nous avons, comme je le disais à Madame Larbi, nous sentons un dynamisme économique qui est là. Il y a beaucoup d'investissements qui sont faits. On n'en verra pas les résultats tout de suite, ça va prendre du temps. Il y a aussi tout l'effort qui est fait dans le secteur des mines, donc qui est aussi important. Il y a aussi tout... Enfin, je dirais que c'est clair, dans le secteur des ressources naturelles, il y a un effort important qui est fait. Et ça va rester, je pense, l'Algérie... Je veux dire, ça fait partie, je dirais, de la richesse du pays, et c'est normal que l'Algérie cherche à les exploiter. Donc, comme je l'ai dit, le pétrole est en baisse, maintenant c'est le gaz naturel qui prend. On parle peut-être de gaz de schiste plus tard. Il y a aussi des efforts qui sont faits au niveau du secteur des mines, des minerais. Aussi, comme je l'ai dit, développer la valeur ajoutée, donc transformer beaucoup plus. En plus, effectivement, de diversifier l'économie. Jusqu'à présent, comme je l'ai dit tout à l'heure, la diversification s'est faite en bonne partie vers le marché local.
Mais on sent aussi, on était à Oran, et à Tlemcen et après un mois. Et lorsqu'on rencontre les chefs d'entreprise, c'est visible que vous avez une génération d'entrepreneurs qui sont passés, je dirais, de l'importation à la production locale pour le marché local et qui se préparent à l'exportation. Donc il y a un phénomène qui se passe en Algérie. Il n'est pas forcément visible, mais il y a des choses qui se passent. Et donc je pense que ce que certains responsables mentionnent, que effectivement 2026 peut être un peu une année de décollage, ou disons d'aller vers un autre palier, est une possibilité. Je n'ai pas de boule de cristal, mais ce que je peux dire, c'est que même lorsque vous avez nos rapports, nos prédictions, il faut garder à l'esprit que c'est des rapports de conjoncture, c'est des prévisions de conjoncture, et donc c'est dans le tendanciel. Mais évidemment, s'il y a des changements majeurs, tels que des découvertes nouvelles, des horizons nouveaux, des développements nouveaux, ça peut changer ces prévisions. Donc je dirais que je ne peux pas vraiment me prononcer sur ces objectifs, mais je pense que cet objectif pourrait effectivement mobiliser, et comme je l'ai dit, il y a des choses quand même qui se passent, qui seront visibles dans les résultats, seraient peut-être visibles dans 2 ans, effectivement. Bien, merci. On va prendre peut-être les dernières questions, oui. Moi, je suis un peu sceptique dans la politique, par la politique de la Banque mondiale, dans le cadre de la contribution pour l'amélioration, le développement humain. Je m'explique. Nous connaissons au niveau mondial le phénomène des migrations de population, ce qu'on appelle chez nous un peu le phénomène de la haraga, le phénomène de déplacement des populations. Est-ce que la Banque mondiale pourrait contribuer, dans le cadre de l'amélioration, ce qui fait partie du développement humain, contribuer pour mettre un terme, soit directement intervenir auprès des pays migrateurs qui accueillent des populations, soit comment pourrait-on contribuer à mettre un terme pour ce phénomène? Ça ne fait pas partie des missions de la Banque mondiale, ça. Non, je pense. Bon, je vais répondre. Enfin, nous avons publié en deux. Oui, je peux vous dire. Bon, c'est-à-dire que la Banque mondiale ne peut pas se substituer aux États. Voilà. Je crois qu'on est tous clairs là-dessus. Mais je vais vous dire quelle est notre contribution. Nous avons publié en 2023, je crois. Donc, la Banque mondiale publie à chaque année un rapport, ce qu'on appelle le rapport sur le développement dans le monde. Puis à chaque année, ça a une thématique particulière. Donc celui de 2023 était sur la migration. Il s'appelait Migrants, réfugiés et société. Donc c'est pour vous dire que c'est une réalité qu'on reconnaît et qu'on essaie de comprendre et d'analyser. Je pense que notre contribution, c'est un peu ça. C'est d'essayer de contribuer, c'est d'essayer de comprendre ces phénomènes et d'essayer de conseiller les gouvernements sur ce qu'il faudrait faire. Et cette année, on est en train de faire un rapport qui va être spécifique sur l'Afrique, parce que c'est clair que l'Afrique en particulier, et la relation avec l'Europe et les pays du Maghreb qui se trouvent au milieu, c'est une problématique réelle. Donc c'est clair, et on a eu même des consultations ici en Algérie avec le Conseil national économique, social et environnemental, donc où on a partagé les premiers résultats de ce rapport. Et pour faire l'histoire courte, je dirais que de notre point de vue, ce qu'on dit, et on l'avait dit déjà dans le rapport principal, c'est que, l'immigration, finalement, c'est une mobilité de personnes. Et historiquement, ça a toujours existé. Les mouvements d'humains, c'est comme les mouvements de capitaux aussi. C'est l'économie mondiale, c'est comme ça que l'économie mondiale, c'est comme ça que le monde s'est développé. Et en général, les gens ne bougent pas sans raison. Ils bougent parce qu'ils cherchent du travail, ils bougent parce qu'ils fuient un risque, un danger, ils fuient parce qu'ils cherchent de nouvelles opportunités. Donc même si on essaie de contenir ce phénomène, il va continuer à exister, il existe. Donc nous, notre recommandation, c'est que les États, en général, on ne s'adresse pas à un État en particulier, reconnaissent ce phénomène. Et ce phénomène peut être bénéfique
lorsque vous avez un pays qui a un déficit en ressources humaines et vous avez un pays qui a un excédent en ressources humaines, finalement, vous pouvez faire du gagnant-gagnant si vous pouvez faire cet échange. Évidemment, le risque, c'est que cet échange n'est pas aussi simple que cela. Il faut que, comment dire, l'offre répond à la demande. Il faut aussi que socialement, culturellement, politiquement, ces choses-là soient acceptables, etc. Donc ce n'est pas une chance simple. Et nous, ce qu'on dit, c'est que tous ces problèmes d'immigration doivent être résolus par le dialogue, par des accords entre pays ou entre régions. Et je pense que l'Union européenne, quelque part, est en train, finalement, de mettre en œuvre ça, de manière pas forcément publique. Et efficace. Pas forcément efficace, mais nous, c'est un petit peu, pour répondre à votre question, qu'est-ce qu'on essaie de faire? On essaie de faire, c'est de mieux comprendre les phénomènes, de donner des avis, des recommandations sur la manière de le traiter, mais au final, ça reste la compétence des pays. Et voilà. Donc nous, on peut jouer un rôle de facilitateur. Bien, merci. On va prendre une dernière question. Oui, allez-y. السلام عليكم. أحمد رشدي قناة نهر. ممكن بسؤال باللغة العربية جوابكم بالعربية. تفضل. تحدثت عن علاقتكم مع أو تعاونكم مع الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار لابي. ما رأيكم منذ تفعيل يعني هذه الوكالة؟ هل ساهم يعني هذه الوكالة ساهمت في تحسن ترتيب تصنيف الجزائر؟ وكذلك بخصوص جذب الاستثمارات يعني الأجنبية، هل هناك تحسن أو كيف ما هي قراءتكم يعني الاستثمارات الأجنبية في الجزائر؟ Merci. شكرا. اولا يعني الوقت قصير، يعني انك يعني انه لا يمكن ان نقيم الان عمل الوكاله، لكن احنا نتعامل مع الوكاله يعني في اطار برنامج التعاون الفني اللي نقوم به. والحقيقه يعني هذه وكاله يعني جديده شابه، يعني الديناميكيه موجوده، la volonté الإرادة موجودة. احنا في علاقتنا معهم يعني إرادة التعرف على تجارب دول أخرى والاستئناس بها والتحسن موجود. والحقيقة يعني نشوفوا فيه يعني أنا نتصور أنه بعد سنة أو سنتين يمكن نقيم يعني بطريقة أحسن، لكن الآن يعني احنا يعني طبعا الوكالة أعطت بعض الأرقام على عدد المطالب إلى آخره، لكن لازم نشوفوا في الأخير ما هي هذه المطالب أو المشاريع الاستثمار، يعني كم منها سيتحقق ولا يتحقق إلى آخره إلى آخره. لكن إلى حد الآن المؤشرات إيجابية. كان في سؤال ثاني ولا لا؟ سؤال ثاني؟ وي نفس الشيء، يعني مازال الوقت يعني لحد الان الاستثمارات هي اساسا استثمارات في اطار ثنائي، في مشاريع، في يعني، لكن ما زلنا ما شفناش الاستثمارات الكبيره اللي ننتظرها. لكن انا نتصور مثل ما قلت، ونرجع لمساله المعلومات وتوفر المعلومات الى اخره. ما نخبيش عليكم اللي انا يعني كل الاشياء اللي صارت في الجزائر لما احكي انا مع سفراء مع ممثلين بلدان اخرى ما همش على علم، ولا حتى كي نخرج ما همش على علم بالشيء اللي قاعد يقع في الجزائر. اذا نتصور انه فيه يعني عمل اعلامي حول ما يقع في الجزائر، ما هي الفرص، ما هي توفر، حتى فيما يتعلق مثلا بالموارد البشريه. صراحه يعني الجزائر تزخر يعني بموارد بشريه يعني كفءه جدا. نشوفوه مثلا الستارت اب معناتها يعني الموارد موجوده، الكفاءه موجوده، لكن مش ضروره المستثمرين على علم بها. يعني انا اتصور هذا العمل الاعلامي يعني هام جدا. يعني الاستثمارات ليست فقط قوانين الى اخره، لازم تقنع المستثمرين انهم اذا يجيوا يلقاو كل الظروف للعمل مثل ما يريدون يعني. Merci. D'autres questions? Non. Bien, on va terminer, monsieur le représentant de la Banque mondiale. Vous avez dû constater des insuffisances par rapport à la politique algérienne en matière de réforme économique.
notamment les données, l'absence de données. Quelles sont vos recommandations? Quelles sont les recommandations de la Banque mondiale par rapport à ces insuffisances? Je ne dirais pas insuffisance, je dirais plutôt des domaines à améliorer. Très bien. Il y a toujours des domaines à améliorer. Je pense que l'effort qui est fait va dans le bon sens. Je pense que, clairement, comme je viens de le dire, faire connaître l'Algérie, je crois qu'il y a un déficit, et ça, je crois que c'est reconnu par tout le monde, un déficit d'image, un déficit d'information, qui n'est pas uniquement, je dirais, la responsabilité du gouvernement. Je dirais c'est un peu la responsabilité de tous les Algériens, mais c'est sûr que le gouvernement aussi joue un rôle important. Je pense aussi que, comme on l'a dit, on reste, bon, ces deux, je dirais, un peu contraintes qu'il faudrait peut-être gérer mieux pour renforcer la résilience, donc réduire la dépendance par rapport aux hydrocarbures. C'est quelque chose qui prend du temps. Et moi, je pense qu'il faut y croire. Il ne faut pas rester dans la trappe. C'est-à-dire, on voit qu'il y a des pays qui ont été capables de faire le saut. Et je pense que, de toute façon, ce qu'on a entendu des autorités algériennes, c'est qu'elles veulent bouger vite. Il y a une volonté d'agir et d'agir vite. Et je crois que ça, c'est un très bon... C'est la manière de faire. Parce que le monde bouge, change rapidement. Si on veut changer, il faut le faire vite. Il ne faut pas laisser traîner. Ça a été fait au niveau des textes de législation. Oui. Maintenant, je pense qu'il faut que les gens le sentent un peu plus au niveau de la pratique. Merci. Merci à vous. Et merci à vous, chers confrères et consoeurs. Au prochain forum, Inch'Allah. Shukran.